Bonjour, alors déjà je vais commencer par me présenter. Pierre Perrault, comme c'est marqué ici. Je suis ingénieur pour l'équipe Rainbow au sein de l'INRIA de Rennes, ingénieur en robotique et arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai commencé en décembre. Mon rôle dans l'équipe, ça va être de maintenir et améliorer la flotte de drones qu'on a au sein de l'équipe et aider les doctorants dans leur recherche. Aujourd'hui, je vais venir vous présenter une partie du travail que j'ai fait durant les derniers mois. Donc, ça va être travailler sur le nouveau drone qu'on est en train de développer, qu'on a appelé Acanthis. Acanthis, en référence mythologique à une fille de Zeus qui s'est transformée en oiseau. Euh, Déjà, je vais vous présenter un peu dans quel type d'environnement on va travailler. Donc, on a deux salles de vol. Donc, une première qui est l'espace valorisation, qui est qui est à notre disposition tout au long de l'année. C'est la salle qui est là-haut. Elle fait environ 3 mètres par 5 mètres, je dirais. Donc, c'est pas une si grande volière que ça. On utilise dans cette salle un système de de motion capture Vicon, qui nous permet d'avoir le déplacement de chaque drone avec précision. Et une des particularités qu'on a, c'est qu'on a une deuxième salle de vol qui est la salle Métivier, qui est en fait une salle de conférence qu'on emprunte gentiment à l'INRIA 8 mois par an. C'est-à-dire qu'on retire toutes les chaises et on dit que c'est notre salle de vol maintenant. Donc là, on a un terrain de vol d'à peu près 10 mètres par 10 mètres, ce qui est vachement plus agréable pour faire voler des drones avec plus de sécurité. Et on a donc un système de motion capture de Qualisys cette fois. Récemment aussi, on a installé des mousses de protection. Si jamais vous développez avec des drones, enfin vous travaillez avec des drones, c'est quelque chose que je conseille beaucoup parce que je pense que ça réduit pas mal de casse. Ça nous a coûté 300 € pour faire 20 mètres carrés de mousse et ça aide pas mal. Donc voilà l'environnement dans lequel on va travailler. On va vouloir faire voler nos drones. Et je vais vous parler, avant de vous parler de ma flotte de drones que je développe, pourquoi on a voulu développer une nouvelle flotte de drones. Donc on va parler de la flotte qu'on avait appelée, qui s'appelait Microcopter, notamment parce que la plupart de nos composants viennent d'une boîte allemande qui s'appelle Microcopter. Donc on y avait commandé châssis, carte de vol, carte de puissance, les USC, moteur et hélice. Donc une très grosse dépendance à cette boîte-là. En ordinateur de vol, on utilise du matériel de Nvidia, les Jetson TX2, et avec une carrier board de chez Connectech, qui nous permet d'avoir basiquement les sorties d'une Raspberry Pi en GPIO si on veut, plus des ports USB, de l'internet, etc. On fait beaucoup de vision dans l'équipe, donc on va utiliser des caméras de chez Intel, les RealSense. On a différents modèles qu'on utilise. Et enfin, on utilise un peu de pièces 3D pour assembler tout ça et faire en sorte que ça tienne dans un drone. Donc principalement les pieds pour pouvoir les changer facilement, le support de la Jetson et l'attachement de la caméra. Au niveau software, les Jetson TX2 ne peuvent pas être augmentés au-dessus de Ubuntu 18 et on fait tourner ensuite Genome et ROS sur les drones. Alors maintenant, tout ça on se dit ça n'a pas l'air si mal que ça, mais pourquoi on veut changer? On a une très grosse dépendance à Microcopter. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Le problème, c'est que la carte de vol qu'on utilise sur nos drones n'est plus fabriquée. Donc, c'est-à-dire qu'on a le stock qu'on a actuellement, et une fois que, au moindre problème, on ne peut plus utiliser les cartes, et on perd des drones. On a exactement 4 cartes de vol fonctionnelles pour l'instant, du coup, on a exactement 4 drones. Et on pourrait se dire, oui, mais ils font aussi d'autres cartes de vol. Oui, ils ont fait une nouvelle génération, mais on ne peut pas flasher le firmware dans la nouvelle génération. Donc c'est un peu dommage pour prendre la main sur le drone. Ensuite, une des choses que j'ai remarqué quand je suis arrivé dans l'équipe, c'est la difficulté que j'ai eue à réparer les drones quand il y avait des crashs. Pour atteindre certains composants qui étaient au milieu du drone, le nombre de vis que je dois retirer, le nombre de choses que je dois démonter, c'était assez galère. Un peu plus, les ESC qu'on voit ici, là, ils sont soudés à la carte de puissance. Donc au moindre problème, si on veut changer un ESC,
Ça me prend une demi-journée. C'est long. Et enfin, c'est pas très joli, mais ça marche. C'est nos marqueurs de motion capture sont fixés à la colle chaude. C'est-à-dire qu'on a une tige de carbone sur laquelle on vient fixer nos marqueurs et on attache ça au drone. Ça tient bien jusqu'à ce que ça crache. Et quand ça crache, le problème qu'on a, c'est qu'on est obligé de refaire tout l'objet dans le logiciel de motion capture. On perd du temps, c'est pas agréable, c'est quelque chose qu'on souhaiterait éviter. Et ensuite, niveau software, je vous l'ai expliqué, nos Jetson elles sont limitées à Ubuntu 18. On ne peut pas les augmenter, et c'est un peu un problème. Et enfin, l'utilisation de MATLAB et Genome, c'est pas qu'il y ait quelque chose de mal forcément, c'est qu'on n'a pas forcément une expertise sur ces logiciels-là dans l'équipe. On a la chance d'avoir développé VISP, Visual Surveying Platform, qui nous permettent de faire voler des drones avec, et on préfère travailler avec ça, sur laquelle on a la main mise et une expertise. Donc ça, pour toutes ces raisons-là, il était intéressant de changer les drones, mais il ne faut pas oublier que on a encore des drones volants, et ils sont encore en état de vol. Donc on a encore au moins un doctorant qui travaille dessus. Donc vu que la présentation est en PDF, j'ai un peu de mal à vous montrer une vidéo. Non, c'était pas ça. Mais on a encore un doctorant qui fait des expériences, notamment sur la manipulation d'objets, avec nos drones microcoptères. Donc à partir de 2 drones, le but est de venir essayer d'attraper la petite boîte avec un crochet ici et un câble. Donc cette vidéo-là ne montre pas le fait de soulever la boîte, mais c'est quelque chose qu'il travaille encore dessus. C'était juste pour vous montrer que la plateforme marche encore, elle est fonctionnelle, et il y a encore du travail qui est fait dessus. Donc là, il n'y a plus grand chose à voir, les drones vont se poser. Il n'en était pas à l'étape d'attraper la boîte. Voilà. Donc après tout ça, il a fallu s'attaquer au drone. Donc quand je suis arrivé dans l'équipe, j'ai pas eu le choix des composants. C'est-à-dire que la commande avait déjà été passée, et j'ai dû travailler avec tout ça pour en arriver à un drone assemblé. Donc on m'a filé des briques de Lego et on m'a dit maintenant faites-nous un drone qui vole. La plupart des composants que vous avez ici, vous les avez déjà vus dans la présentation d'hier, sur les drones aussi, de l'équipe de Grenoble. Donc on va retrouver un ordinateur de bord, on va avoir encore une Jetson, mais une version plus récente, qui nous permet d'avoir de l'Ubuntu 20. On travaille aussi avec Pixhawk, donc nous on est parti sur la version 6. On reste avec les caméras Intel RealSense, des moteurs classiques, une carte de puissance qui nous permet de délivrer tout ce qu'on veut, des ESC qui nous permettent suffisamment de puissance pour soulever le drone avec nos hélices tripales, et enfin des batteries 3000 mAh LiPo, 4 cellules, classiques. Et on est parti sur une base de châssis en carbone de drone FPV, pour avoir un drone plus petit que les microcoptères qu'on avait avant. Et voilà. Donc quand j'ai voulu assembler ce drone-là, je suis parti sur quelques points clés qu'on m'avait demandé et que j'ai eu en tête. C'est déjà mon retour d'expérience de microcoptère, je voulais que tous les composants soient accessibles et réparables facilement, c'est-à-dire que je voulais minimiser le nombre de vis et le nombre de pièces à démonter pour changer les composants. Et enfin, je voulais que le drone soit adaptable aux besoins et améliorable dans le futur. Donc ça veut dire que on peut changer les pièces, on peut éventuellement, si on voit que certains matériels marchent mieux, on peut le changer relativement facilement. Et enfin, une des choses qu'on m'avait demandé aussi, qui était un but de cette plateforme, c'était la capacité à faire des trajectoires relativement abruptes. C'était un souhait de certains doctorants, ils vont avoir besoin de faire des tests avec ça. Donc à partir de ça, j'ai beaucoup travaillé notamment avec l'impression 3D et l'utilisation, entre autres, pour faciliter l'assemblage, d'inserts filetés. C'est une petite astuce que j'ai réussi à trouver sur Internet, que j'utilise maintenant beaucoup, énormément. C'est le fait d'insérer une petite pièce en métal qui va nous permettre de venir visser des vis dans une pièce en 3D. Donc comment ça marche? On va venir, dans notre conception 3D, on va créer un trou qui va être légèrement plus petit que l'insert fileté, et on va venir le placer juste au-dessus, et avec un fer à souder, on va venir chauffer cette pièce en métal qui va s'enfoncer dans le plastique,
Et quand le plastique va refroidir, elle va venir resserrer le filetage et donc resserrer la pièce. Ça a pour avantage de garder tous les avantages de la pièce 3D, donc on peut créer la pièce comme on veut. Toute la solidité de la pièce 3D est conservée. Et surtout, en fait, on peut venir mettre et retirer des vis autant de fois qu'on veut. Si on avait fait ce pas de vis directement en 3D, bah, le plastique se serait usé et au bout d'un moment, la pièce ne serait plus utilisable. Avec ça, on peut démonter et remonter le drone autant de fois qu'on veut. Et l'installation est très facile. Un petit point bonus, ça coûte pas cher. À la suite de ça, j'ai travaillé sur l'adaptabilité du drone. Donc avoir des pièces qui sont interchangeables en fonction des besoins qu'on a. Donc pour l'instant, au niveau des pièces interchangeables, je vais avoir l'ordinateur de bord. C'est-à-dire que si on veut travailler avec une carte plus légère que la Jetson, on peut très bien installer un Raspberry Pi, il y aura une pièce à changer, à refaire en 3D. Ou si on peut penser à d'autres contrôleurs d'autres ordinateurs, comme des Latte Panda, etc. Et on aura juste la pile qui dessus va changer, dans laquelle normalement les Jetson actuellement viennent s'installer. On veut aussi pouvoir jouer sur la capacité de la batterie. Donc là, je vous ai mis un exemple, c'est avoir un module, une batterie ou deux batteries. Ça nous permet presque de doubler l'autonomie de notre drone, ce qui est intéressant pour certaines expériences. Si on veut un compromis plus léger, pour avoir des trajectoires plus rapides, mais avoir un drone plus léger, mais on n'a pas besoin de grande autonomie, on va prendre une seule batterie. Si on veut des expériences plus longues, on va prendre deux batteries. Et enfin, la caméra. On utilise vraiment différents types de caméras dans nos expériences. Et chacun des doctorants a du coup besoin de changer la caméra relativement régulièrement. Donc j'ai réfléchi à un petit système de clips au niveau du support de la caméra du drone. Donc il y a une partie qui reste fixe sur le drone et on vient juste changer la caméra en fonction des expériences dont on a besoin. Voilà pour cette partie. Enfin, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'en avais marre de refaire des objets 3D sur microcopter à chaque fois que le drone se crashait. Donc la solution à laquelle j'ai pensé, c'était de faire des pièces 3D qui pouvaient casser. J'avais juste à remettre des marqueurs de motion capture dessus, au même endroit, et le drone pouvait repartir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des modèles, des pièces 3D fixées sur le drone, que ce soit sur des protections d'hélice ou au-dessus du drone, des petits arceaux, dans lesquels je viens fileter un petit morceau de plastique pour pouvoir visser directement les marqueurs de motion capture dessus. Ça fait que si jamais le drone se crache et la protection d'hélice est cassée, j'ai 4 vis à démonter en dessous, je change la protection d'hélice et je remets les marqueurs au même endroit, le drone est à nouveau prêt à repartir. Ça m'évite de repasser 10-15 minutes sur le logiciel à refaire toute la configuration du drone. Tout ça, le but aussi en gardant des vis accessibles et des pièces changeables rapidement. Voilà pour cette partie. Et enfin, j'ai aussi souhaité jouer sur les matériaux qu'on utilise au niveau des drones. Donc adapter le type de matériaux qu'on va utiliser en fonction des besoins de la pièce. Le meilleur exemple que j'ai, ça va être les pieds. Donc au niveau des pieds, on a quand même besoin d'une partie solide. Mais on avait voulu aussi essayer du plastique flexible. Donc c'est-à-dire que c'est du plastique qui peut se déformer facilement et reprendre sa forme. L'avantage d'un pied en deux plastiques comme ça, qui s'assemblent, c'est qu'on a quand même des pieds solides à cette partie-là et un léger amortissement des chocs quand le drone atterrit avec la partie déformable. Autre chose, c'est je joue sur le remplissage des pièces en fonction de est-ce que la pièce a besoin d'être beaucoup solide, enfin plus solide ou non. Et dernièrement, je suis aussi en train de, là dans les semaines à venir, on est en train de travailler avec l'équipe d'impression 3D de l'INRIA de Rennes à essayer le PETG pour essayer d'éviter que certaines pièces cassent plus souvent. Alors, le PETG est un autre plastique qui a des caractéristiques différentes du PLA qu'on utilise classiquement en impression 3D. Donc on va avoir notamment une résistance à la fatigue et au choc un peu mieux. Donc on va faire des premiers tests avec notamment les protections d'hélice qui ont tendance à casser au niveau de la base ici, quand il y a des chocs un peu trop violents.
Je tiendrai bien sûr au courant des résultats. Et c'est vers ces choix-là que je me suis orienté pour le drone. Ensuite, il a fallu assembler le drone. Donc la manière dont j'ai pensé à la chose, ça a été de positionner le centre de masse à l'intersection des hélices, de manière à ce que le drone puisse manœuvrer bien plus facilement. Donc c'est pour ça que j'ai placé la batterie au centre de mon drone, de manière à ce que l'élément le plus lourd soit le plus proche possible du centre de masse. Un des avantages que j'ai avec la pièce que j'ai créée pour mes batteries, c'est que si jamais on rajoute des caméras qui sont plus lourdes à l'avant, on a juste à rajouter des petites pièces plastiques ici pour reculer la batterie et compenser le centre de masse. On peut reculer la batterie pour compenser le fait qu'on a rajouté du poids à l'avant. Au-dessus de mes batteries, j'ai souhaité mettre ma Jetson car j'ai vu que au niveau du poids, elle avait un poids comparable avec ma carte de vol et ma carte de puissance. Donc il y a un équilibre entre le poids du dessus du drone et le poids du dessous du drone. Et à la fin, j'ai essayé de placer au mieux mes composants afin qu'ils ne prennent pas de place, ne rentrent pas en contact avec les hélices, bien sûr. Et voilà. Donc maintenant, la suite pour Acantis, la première chose à faire, c'est que maintenant j'ai un prototype qui est fonctionnel, qui vole, qu'on a pu tester avec nos logiciels dans l'équipe, ça va être de multiplier les drones. Donc je travaille avec l'équipe d'impression 3D pour imprimer toutes les pièces 3D dont on va avoir besoin. En tout, il y a plus d'une centaine de pièces 3D à imprimer, parce que si on va par 4 pieds par drone, 4 protections d'hélice, etc., au bout d'un moment, quand on a une flotte de 5 drones à la fin, ça va faire un nombre de pièces assez important. Et ensuite, la suite sera pour moi de publier les modèles 3D et la documentation en ligne afin de rendre réellement Acantis open source. Et enfin, l'utiliser en expérience, améliorer en conséquence, le réutiliser en expérience, etc. Et rentrer dans une boucle viable. Et c'est tout pour moi. Si vous avez des questions. Si tu peux revenir sur la slide 10. Donc là, je comprends bien le système, mais cette pièce en bas à droite, donc elle est vissée au reste du drone avec des inserts. C'est bien ça? Non, là pour le coup c'est des vis. En fait elle est vissée, elle est maintenue, il y a le pied aussi qui est maintenu par les mêmes vis, et directement dans les moteurs et passant par les bras du drone. D'accord, je n'avais pas compris. Parce que sur l'image au-dessus, on a vraiment l'impression que les arceaux ils sont mis avec des inserts. Oui, les arceaux sont mis avec des inserts sur l'image au-dessus. En fait, les inserts, je m'en sers pour fixer les pièces 3D entre elles. D'accord. Et dès que j'ai du pas de vis métallique ailleurs, je préfère utiliser ce pas de vis là. Mais du coup, si cet arceau prend un coup, ça va arracher l'insert. Normalement, non. En fait, la pièce est suffisamment fragile pour que ce soit l'arceau qui casse plutôt que l'insert. Et même, en fait, cette pièce-là est relativement simple à changer dans le drone aussi. C'est 4 vis à démonter sur le côté. La protection d'hélice, tu l'as imprimée en monolithique ou pas? Enfin, d'un seul tenant ou... Oui, elle demande beaucoup de support. Ouais. C'est une horreur. C'est dans quel sens que l'imprimé à 180 dans ce sens-là. C'est le sens qui demande le moins de support. Mais il faut que je travaille. Il faudrait peut-être que je la retravaille pour qu'il y ait moins de support. Mais... Ouais, il y en a qui font des impressions. Tu les fais à plat pour avoir le sens de la fibre, et après tu la déformes. Bon, pour vraiment avoir la fibre tout le long, parce que sinon ça casse le niveau de la soudure en fait. Ouais. Tu as des couches et ça cache le niveau des couches. Ouais. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est que la fibre elle soit dans le sens de la tige, donc à plat, et après éventuellement tu la déformes à chaud. Pour le coup, c'est pas au niveau de la tige que ça casse le plus, c'est vraiment à l'intersection de la tige et de la base. Ouais. Et on a déjà en fait le plastique qui est à plat dans ce sens-là. Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est la meilleure orientation possible pour l'impression en tout cas. Après, si je peux me permettre, j'avais fait pendant ma thèse, j'avais fait un autre système en fait où tu avais une base en plastique imprimée. Tu avais une tige qui traversait comme ça et une demi-tige qui était comme ça. Et après, il y avait 3 petites pièces sur le côté.
et tu avais encore un arceau qui était une dernière pièce qui venait se clipser. On D'accord. va dire, bah, ça fait beaucoup de pièces et tout, c'est compliqué. Mais en fait, l'intérêt de ça, c'est que ce que tu changeais, c'était uniquement les petits ailes ou l'arc. Et du coup, ça, c'est des pièces qui étaient imprimées dans le bon sens, vu que tu avais plein de pièces, elles étaient Ouais, je vois, imprimées dans le sens parfait. C'est pas besoin de démonter les moteurs, quoi. Ouais, voilà, tu Mhm. n'avais pas besoin de démonter les moteurs. Et en fait, des ailes, tu en imprimais plein et tu en avais d'avance et ça allait super vite. Tu les retirais du joint au carbone, tu remettais les nouveaux et tu reclipsais. Enfin, si tu veux, je pourrais t'envoyer les fichiers. Ouais, ça pourrait marche carrément vachement m'intéresser. bien. Ouais. C'était un super truc. Après, avec le PETG, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi faire pas mal de pièces séparées. Ouais. En boîte et collé. Ouais. Collé cyano, ça marche très bien en PETG. Ok. Beaucoup, le PETG, c'est quelque chose que je commence à expérimenter, j'ai jamais travaillé avec. Donc, ouais, s'il y a des retours dessus, Si on est sur une philosophie des protections d'hélice, il y a un usage qui est pour pas se blesser, si on veut repousser le drone qui court sur nous, c'est intéressant d'avoir ça pour pouvoir le pousser, pour pouvoir être à proximité en meilleure sécurité. L'autre fonction, c'est de protéger les hélices. Je ne sais pas si vous avez l'expérience sur le fait que, effectivement, ce genre de protection avait protégé les hélices. Moi, quand on en avait fait un peu, là, on a arrêté d'en mettre en fait des protections d'hélices. Parce qu'au final, quand on fait des crashs, au lieu de casser une hélice, on casse une hélice plus une protection, quoi. Enfin, donc, finalement. pour le coup, en fait, le but, c'est pas. Là, le but premier de cette pièce-là, c'était pas d'avoir une protection d'hélice, mais d'avoir un support pour les marqueurs. Ouais, support Ouais, marqueur. Il se trouve que. Je suis curieux de savoir si vraiment ça marche en tant que protection d'hélice, c'est-à-dire qu'effectivement, ça casse et l'hélice ne se casse pas. Parce que moi, Pour l'instant, j'ai pas eu de casse d'hélice. D'accord. D'autres questions? À part du plastique et du carbone, vous utilisez aussi d'autres matériaux sur les drones? Non, pas de métal. À part les composants en eux-mêmes, donc les caméras, les Jetson, non, on est quasiment que sur le carbone et du plastique. Et pourquoi du coup pas du métal? Parce que, comme j'ai dit, je suis arrivé dans l'équipe, les pièces étaient déjà commandées, donc j'avais déjà le châssis en carbone commandé sous la main. Sur les microcoptères, on a des barres qui Ouais. supportent les moteurs sur l'aile. Ouais, on peut mettre de l'alu. Ouais, Mais par les contre, précis c'est pas la panacée non plus, parce que quand tu as un gros crash, l'alu se déforme. on a déjà eu plusieurs tiges qui se sont déformées. La main, tu n'arrives pas à les déformer, mais le crash fait que le choc fait que la tige elle foutre à la poubelle. Question aussi. Au niveau des caméras, tu as fait des supports génériques. Et souvent, en général, quand on fait des caméras, on a besoin d'avoir une bonne calibration entre l'IMU et le ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des soucis du coup qu'il faut pas recalibrer quand même à chaque fois que tu changes la caméra? Pour l'instant, non. On n'a pas encore essayé, on n'a pas encore fait d'expérience avec ces drones-là pour l'instant. Donc, on n'a pas un retour sur la calibration. Mais de ce que je vois, la caméra a l'air bien en place, la pièce n'est pas usée. Et une fois qu'elle est dedans, elle ne bouge plus du tout. Donc, j'imagine que Seulement suffisamment répétable, quoi. c'est ça. Je peux compléter. Nous, ce qu'on fait avec les caméras, c'est de l'asservissement visuel. Ouais. Il se trouve que l'asservissement visuel est très très robuste aux armes de calibration. Donc, quand on parle de vision embarquée, il y a deux types de calibration. Donc, il y a la calibration des paramètres intrinsèques de la caméra, c'est ce qui permet de convertir un pixel mètre. Ça, en général, sur les caméras Intel, on peut utiliser les paramètres fournisseurs, l'usine. Et puis après, effectivement, il faut calibrer la transformation entre le repère de la caméra et le repère du drone, de l'IMU. Et donc là, on a du soft qui fait ça. Et comme la caméra, globalement, on la met toujours à moins d'un millimètre près au même endroit, ça suffit largement. Tu as parlé de mettre deux batteries, tu les branches en parallèle, comment ça marche? Parce que dans le coup, si tu les branches en parallèle direct, Ouais. tu peux avoir des problèmes. On n'en a pas eu. En fait, si tu as une batterie qui est plus chargée que l'autre, Quand on les charge, on les balance entre elles. ouais, donc vous les balancez, vous les branchez avant. Ouais, c'est ça. Déjà, je les branche un peu avant, histoire qu'elles s'équilibrent. Ah, ouais, d'accord, tu les branches avant ensemble. Et ensuite, je viens brancher à la carte. On a un T, Ouais, mais au moment où tu les branches sur le T, tu peux avoir un peu des étincelles là. j'ai pas eu pour l'instant. Peut-être.
Justement, je me demandais, est-ce que vous avez fait gaffe dans l'achat de la mousse, que ce soit de la mousse inifugée? Pas du tout. D'ailleurs, on a un petit problème avec la mousse qu'il faut faire gaffe, prévenir, c'est que elle charge énormément en charge électrostatique. Donc quand on va manipuler sur la mousse, je mets un petit bracelet électrostatique pour me décharger. Je me suis pris quelques jus. Ouais, alors à ce sujet, nous on n'a pas ces mousses-là, ça a l'air d'être des mousses acoustiques, on a des mousses un petit peu plus denses sur lesquelles on peut marcher. Ouais. C'est des dalles. Mais on a eu le même problème avec donc des voitures télécommandées qu'on peut tourner. En fait, la voiture, en même pas 30 secondes, elle se chargeait et elle disjonctait. Ouais, ça m'étonne pas À trop. cause de l'électrostatique, on a enlevé les mousses. C'est au moment où elle se décharge. Ouais. Et en enlevant les mousses, il n'y avait pas de problème, la voiture elle circulait bien. Et sur la mousse, ça ne marche pas du tout, quoi. Mais l'avantage des drones, c'est que du coup, ils ont des pieds pour se surélever, ils sont pas en contact, enfin aucun composant électronique est en contact avec la Ouais, mousse. quand ils volent, quoi. C'est ça. Alors par contre, du coup, la mousse se charge encore plus en électricité avec le courant qui passe Ah ouais. dessus. Ouais. Ouais, il faudra trouver une solution en fait pour arriver à mettre la mousse en contact électrique à la terre. Ça, je ne sais pas trop comment Je suis faire. pas sûr que la mousse puisse être soit vraiment conductrice. Ouais, ouais. C'est plus, il faut penser à se mettre un bracelet électrostatique quand on va manipuler sur la mousse. Ouais, ça c'est pas pour nous, pas nous prendre des coups de jus, mais finalement. Ah, en fait, ce que j'ai compris, c'est nous qui nous chargeons en électricité et qui nous déchargeons sur la masse du drone. Ah, ça serait nous qui la chargions quand Ouais. on monte. Moi, je pense que c'est des chaussures en cuir, par exemple, qui prennent bien les charges électrostatiques sur la mousse. Parce que du coup, le bracelet électrostatique, tu le relis au sol. C'est ça. En fait, on a une alimentation de labo posée à côté. Ouais. Et, je suis relié à la masse de cette alimentation-là. Jusqu'à ce que tu C'est montes ça. sur la mousse. Non, pendant toute ma manipulation sur la mousse. Ah, donc t'as une laisse. Ouais, c'est ça. Ouais. Et oui, du coup, c'est pas la mousse qui est chargée, c'est moi. Parce que quand je sors de la pièce et que je touche un mur en métal, je prends aussi un coup de jus. Oui. C'est plus que c'est la mousse qui est isolante. La mousse, c'est très isolante. Contrairement au sol normal qui te permet de te C'est ça. décharger. Et ça garde en fait, donc ça accumule de jour en jour, je pense. Et j'ai regardé aussi, il y a peut-être un paramètre qui est le taux d'humidité dans l'air, parce que apparemment, nous, c'est apparu à un moment donné, et ça a très bien marché pendant quelques mois, et on s'est dit peut-être c'était l'hiver, c'était humide, et qu'avec l'été. Ça marche quand l'air est humide, quand tu aères l'air extérieur. Par contre, en hiver, quand tu chauffes et que l'air est super sec à l'intérieur, c'est là que tu as tous ces problèmes. Oui, Nous, on c'est les ça. a sur les robots mobiles depuis 30 ans, ces problèmes d'électricité. Tous les robots mobiles, ils ont une chaîne qui traîne par terre C'est pour ça, éviter qu'ils se déchargent, qu'ils se chargent, parce que avec les roues en plastique, en construction, pareil, ils sont isolés du sol et tous les frottements internes, machin, ça charge le robot. Et quand tu arrives à côté du robot, toi, tu es à peu près à la masse, mais du coup, Ouais, donc c'est bien les robots qui se chargent. voilà, c'est des trucs qui bougent, et donc lorsque les hélices qui tournent, c'est pareil. Est-ce que vous avez essayé du coup de jouer sur le taux d'humidité de la pièce ou ça sert à rien? Non, ça on n'a jamais essayé. En plus, c'est vrai que dans le bâtiment actuel, on pourrait peut-être avoir des actionnaires pour c'est juste la constatation qu'en hiver, dès qu'on le chauffage commence à marcher, essayez de vachement tester. Est-ce qu'il y a juste une dernière question? Moi j'en avais juste une. À un moment tu avais dit qu'il y avait des contraintes particulières sur des trajectoires. En fait, j'ai des doctorants qui vont vouloir faire des trajectoires plus abruptes. Donc des trajectoires qu'on aura du mal à faire avec nos microcoptères, qui sont relativement lourds et difficiles à manœuvrer rapidement. Et c'est pour ça qu'on est parti a priori sur un châssis de drone FPV qui peut a priori faire. Et vous avez prévu de travailler sur de modifier le contrôleur? Je pense que oui. Il y a des paramètres dans le cuban de contrôle qu'on va peut-être modifier un peu. Bien, merci.